Le vote n'est pas un miroir. Le refus de vote non plus. Pourtant, j'entends autour de moi, répétées à l'envi, des phrases telles que « je ne me vois pas voter pour un tel », Macron par exemple. « Je ne me reconnais pas dans son programme. Je ne me vois pas me reconnaître dans Emmanuel Macron. » Et je pourrais entrelacer les je me vois, me voir et je ne vois pas me voir, etc. Les exemples surabondent, ils renvoient tous à l'imaginaire du miroir. Comme si, moi votant, je devais retrouver dans le nom inscrit, imprimé sur le bulletin que j'ai choisi, l'image que je souhaite donner de moi. Enfin, quand je dis donner de moi, en vérité, je ne la donne à personne, puisque ceux qui dépouilleront le bulletin n'ont aucune idée du fait que c'est mon image. C'est interdit par la loi. Précisément. Donc en vérité, en tant qu'image, c'est une image que je me donne à moi-même, de moi-même. C'est une image que je conserverai contre mon cœur, comme je conserve précieusement toutes les images de moi-même, bien entendu. Comme si, autre variante, je devais, dans mon vote nul, ou dans mon vote blanc, ou tout simplement dans mon non-vote, dans la pêche au gardon que j'aurais substitué à mon voyage vers l'isoloir, comme si je devais y discerner le geste par quoi j'aurais laissé une trace dans l'histoire. Geste d'ailleurs dont ceux qui le pratiquent, ça m'est arrivé, donc je ne dis du mal de personne en particulier en dehors de moi-même, comme si ceux qui pratiquent ce geste accordaient une noblesse particulière à la dite pêche au gardon ou dit vote blanc ou vote nul. D'autant que cette perception d'une noblesse particulière à l'abstention était singulièrement accentuée aujourd'hui. J'ai le sentiment que, de même qu'on a eu une vague de moralisatrices au cours du premier tour, où les costumes ont été scrutés à la loupe, où les salaires versés ou pas versés, enfin, une vague moralisatrice. Aujourd'hui, j'ai comme le sentiment que cette vague moralisatrice se concentre, le flot qui la porta recule épouvanté, cette vague moralisatrice se concentre sur l'abstention. Je dirais qu'elle devient, par rapport au vote, comme l'abstinence par rapport à l'acte sexuel, c'est-à-dire la porte d'entrée du ciel. Celui ou celle qui se dérobe au vote, soit par le vote blanc, soit par le vote nul, soit par l'abstention plus ascétique, si j'ose dire,
On pourrait, je crois, citer à son propos, rappeler à son propos le vers de Mallarmé, par rapport au vote, il donne un sens plus pur au mot de la tribu. Car il s'agit bien de pureté. Après avoir cité Mallarmé, je citerai Baudelaire. Baudelaire opposait au miroir obscurci et plaintif, insuffisant à l'égard de la chose même, Baudelaire opposait de purs miroirs qui font toute chose plus belle. Il y a eu des votes au premier tour qui étaient censés donner à ceux qui l'ont pratiqué une image d'eux-mêmes plus belle qu'elle ne pouvait l'être directement. Et aujourd'hui, sous la forme du ni-ni, je ne citerai pas Aristide Bruant, vous connaissez la chanson d'Aristide Bruant sur la Bastille, sous la forme du... Ah, c'est possible, après tout. Je ne suis pas sûr de pouvoir la chanter avec la voix que j'ai ce soir, mais enfin, voilà. Alors Aristide Bruant, qui n'était pas républicain, je le rappelle, avait peut-être prévu qu'à la Bastille, on chanterait un jour ni, ni, et que ça rendrait l'acte de vote plus beau et plus gentil. Et qu'après tout, transformer l'isoloir en peau de chien, ce n'est pas forcément une si mauvaise opération. Enfin, disons que le retrait, le geste suspendu, l'abstention comme abstinence du vote élève le sujet politique, élève son âme au-dessus de la guenille à quoi l'isoloir est censé les ramener. Et de ce point de vue, bien entendu, ceux qui se souviennent de Paris tel qu'il était, la ressemblance criante entre l'isoloir et l'urinoir de métal qui ornait nos rues est évidemment pas du tout due au hasard. Je suis républicain, je n'ai jamais dit que j'étais démocrate. Je sais qui je suis, moi qui vous parle, et je sais qui vous êtes, ou du moins la plupart d'entre vous, vous à qui je parle. Nous appartenons les uns et les autres, pour la plupart, à la petite et moyenne bourgeoisie intellectuelle. En France, ceux qui comptent sur leurs compétences intellectuelles pour déterminer leur place dans la hiérarchie sociale ne peuvent espérer, sauf exception, davantage que cette place-là, petite ou moyenne bourgeoisie. Réciproquement, puisque la classe ouvrière diminue tendanciellement en nombre et en revenus, la paysannerie également, que les employés sont voués à la pauvreté, on peut dire que pour grossir les rangs de la petite et moyenne bourgeoisie, il n'y a plus guère en France que des intellectuels. Autrement dit, entre petite et moyenne bourgeoisie d'un côté et travail intellectuel de l'autre, il y a une articulation devenue de plus en plus indissoluble. Du fait de leur position dans l'échelle sociale, on le sait depuis Marx, depuis Lénine, la petite bourgeoisie, et c'est encore plus fort quand elle est une petite bourgeoisie intellectuelle, est traversée par deux aspirations. Une aspiration à monter qui blesse leur compassion et une aspiration à descendre qui blesse leur ambition.
entre les deux aspirations, la contradiction est si flagrante que jamais aucun choix politique ne peut les satisfaire en même temps. Dès qu'ils en prennent conscience, les petits et moyens bourgeois qui s'intéressent à la politique cherchent un réconfort dans le miroir où ils se verront non plus divisés, mais accomplis, non plus affectés d'impureté par cette déchirure entre les deux aspirations, mais en quelque sorte parfait. Et l'on comprend mieux ce que j'entendais par un pur miroir qui fait toute chose plus belle. Jacques Lacan parlait de l'escabeau, ce machin qu'on escalade de telle façon qu'à la fin, la beauté illumine le visage de celui qui a réussi à grimper. À mon oreille d'humaniste, je retrouve l'expression d'Ovide décrivant l'homme qui se dresse sur ses pieds, os sublimé, non pas visage, non pas os sublime, comme traduit le latiniste moyen, mais visage tourné vers le haut, visage sublimé, visage paré de l'éclat de la beauté en reflet des étoiles, que la petite bourgeoisie intellectuelle en France se fabrique des escabeaux, je n'y vois personnellement rien à redire. Mais à une condition, que la question du vote jamais ne serve à cette fin, que jamais la question du vote ne soit supposée servir de marchepied pour que nous nous trouvions plus beaux que nous ne sommes. Et cela, les intellectuels, autrement dit, dans la petite et moyenne bourgeoisie, ceux qui la composent essentiellement aujourd'hui en France, cela, les intellectuels devraient le savoir mieux que tout autre. Or, plus que toute autre classe, cette classe est justement tentée par l'appel du miroir. Plus que pour toute autre classe, la perception de la déchirure entre ces aspirations s'accentue au fur et à mesure qu'elle se penche sur elle-même. C'est à ce moment-là que peut se cristalliser sa plus grande faute pour faire de la question du vote ce miroir magique où elle se verra plus belle qu'elle n'est, plus unifiée avec elle-même qu'elle n'est, plus proche du diamant que du zircon. Elle s'interdit de se soucier en politique, je veux dire dans son vote politique, dans le sien, dans celui de chacun d'entre nous, elle s'interdit de se soucier d'autre chose que de ses intentions. Seules ces dernières déterminent l'éclat du reflet. La magie de celui-ci consiste précisément en ceci, qu'il retient dans la matière politique la noble spiritualité des intentions. De cette manière, les aspirations du haut et les aspirations du bas entreront en harmonie. Les résultats, on les laisse, encore une fois, à la guenille du corps, comme l'isoloir lui-même. Or, en matière politique, on ne juge pas les intentions, mais les résultats. L'élection qui se prépare se distingue de beaucoup d'autres. Pour plusieurs raisons, mais j'en retiendrai une, parce qu'elle m'a frappé plus que les autres. Pour la première fois, avec cette netteté, on a touché à la gouvernabilité. J'ai été très frappé
par un texte publié dans Le Monde, texte brillant, dont le titre, je le cite de mémoire, donc inexactement, était « Notre devoir est de rendre le pays ingouvernable ». C'est le groupe de Tarnac. Oui. Mais le texte est, qui avait été suspecté de... Oui, voilà. Oui. Oui, c'est cela. Et c'est une étincelle, si j'ose dire, du même brûlot. Jacques Miller voulait des éclaircissements sur le groupe. C'est le groupe dit de Tarnac qui a été suspecté d'avoir saboté une ligne de la SNCF et qui avait publié ensuite ce qu'on appelle un brûlot politique. Avant, oui, tu as raison. Et c'est dans la même lignée. L'émeute qui vient ou la révolution. C'est cela, oui, c'est cela. C'était un livre, ils ont publié un livre qui s'appelait « Ou la révolution qui vient ou l'émeute ». La quoi ? L'insurrection qui vient. Voilà. C'est beaucoup plus beau. Voilà. Et donc le thème de l'ingouvernable, de l'ingouvernabilité, est apparu sous ces plumes et j'ai été frappé parce que, d'un certain point de vue, on peut considérer que la gouvernabilité était une sorte de principe que tous respectaient, y compris un révolutionnaire tel que Lénine, ne considérait pas du tout qu'il s'agissait de rendre la future Union soviétique ingouvernable, pas du tout. Le temps de la Révolution ne serait pas un temps d'ingouvernabilité. Dire tout le pouvoir aux soviets ne signifiait pas justement qu'il s'agissait d'installer une ingouvernabilité. L'insurrection ne devait pas conduire à l'ingouvernabilité. Bien conduire à un ordre de fer. Bien entendu. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui est apparu dans ce thème de notre devoir est de rendre le pays ingouvernable. Je pense que Oui, mais peu m'importe d'où cela vient. Ce qui m'importe, c'est que le thème soit apparu. Dans le monde tel qu'il est, l'ingouvernabilité, c'est la loi du plus fort. Le plus fort peut être la pure masse sans État, c'est l'idéal anarchiste, ça peut être autre chose. Mais fondamentalement, l'ingouvernabilité, c'est la loi du plus fort, c'est-à-dire l'état de nature, c'est-à-dire la fin de la politique. La petite bourgeoisie intellectuelle n'a pas et n'aura jamais les moyens de cette force-là. Elle a d'autres forces, mais pas celle-là. Elle ne peut subsister au sens biologique du terme que si la raison du plus fort est mise à l'écart. Que le vote en faveur de Marine Le Pen choisisse la force contre le droit, cela va sans dire. Mais il en va de même de l'abstention, du vote nul et du vote blanc dans les conditions présentes, et cela, quelles que soient les intentions de ceux qui s'y abandonnent. Le résultat revient à laisser le choix final aux plus nombreux, plus forts, plus en phase avec, je ne sais pas. En tout cas, la décision revient à laisser le choix final au plus fort du moment, sans se demander quel il sera. La dernière et unique possibilité pour la politique, au sens où la politique est ce qui permet de sortir de l'état de nature et ce qui permet de ne pas considérer comme dernière raison la raison du plus fort, la seule et unique possibilité au moment où je parle passe par le patronyme Emmanuel Macron. À quelles intentions répond-il ?
Ce n'est pas la question que je pose. Seul importe le résultat. Ce résultat consiste fondamentalement à mettre de côté la raison du plus fort. En ce sens, c'est le seul vote aujourd'hui où je reconnaisse, non pas moi-même, mais où je reconnaisse la politique, et le reste ne compte pas. Je vous remercie.